IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pascale Lafarge ce soir, qui est médium parapsychologue, chercheuse expérimentale. Elle est aussi auteure et conférencière. Elle est en direct avec nous dans les studios. Bonsoir Pascale Lafarge. Bon, Lafargueux. Lafargueux, vous avez raison. Lafargueux. Lafargue. Bonsoir Joël. C'est bien. De toute façon, je me trompe tout le temps dans les noms, donc Lafargueux. Autour de votre livre, L'entre-deux-vie révélé, on va parler de l'entre-deux-vie. L'entre-deux-vie, ça voudrait dire que on en a 3. Oula, l'entre-deux-vie, c'est l'étape qui se déroule entre 2 incarnations. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, je me suis intéressée en fait à l'écriture de ce livre pendant des années, à expérimenter qu'est-ce qui se passe avant la mort, pendant la mort, et quelles sont les étapes que les âmes suivent, c'est-à-dire au moment de la mort, jusque dans l'entre-deux-vie et avant leur incarnation prochaine. Donc en fait, l'entre-deux-vie, c'est l'étape indispensable entre 2 incarnations. Et d'ailleurs, lorsque l'on évoque la réincarnation, on ne peut pas ne pas parler de l'entre-deux-vie, puisque c'est l'étape intermédiaire de nos incarnations terrestres. Alors des entre-deux-vies, combien on en a eu, c'est difficile à déterminer. Ça veut dire que si on détermine un nombre d'incarnations, à partir du moment où il y a incarnation, il y a décès, il y a entre-deux-vies, puis il y a incarnation. Donc ça, c'est très difficile à déterminer, le nombre d'entre-deux-vies. Vous dites que l'entre-deux-vie, on peut également dire le plan subtil ou le plan astral. Oui. Et que c'est une source d'information considérable tant sur le plan de ces mondes actifs que sur le souvenir du passage de notre âme. Absolument, absolument. J'ai tellement travaillé pendant 20 ans et exploré ce monde de l'entre-deux-vie à travers des expériences extrêmement concrètes que j'ai menées avec mes élèves d'ailleurs, puisque j'enseigne la parapsychologie, et que j'ai pu effectivement me rendre compte du côté actif des âmes dans l'entre-deux-vie. La mort n'est pas une fin en soi. Et dans l'entre-deux-vie, les âmes continuent de travailler. Elles sont même très actives. Je peux vous citer un exemple si vous voulez. Cet exemple est le suivant, parce que c'est le premier qui me vient en tête. Ça se passe en décembre, l'année, je n'en suis pas vraiment certaine, peut-être 2007, 2008, mais sous toute réserve. Et ce mois de décembre, avec mes élèves, sur la demande d'ailleurs, à la demande de mes élèves, nous décidons de communiquer avec Mamina. Mamina, c'est ma mère qui est décédée il y a de nombreuses années. Le but de cette expérience est de pouvoir communiquer avec elle, si elle a des messages à nous transmettre, mais où elle est, ce qu'elle fait, pour ceux qui arrivent éventuellement à se dédoubler. Et ce jour-là, donc, comme les élèves, je vais mener l'expérience et je vais me retrouver très rapidement dans un lieu avec comme point d'accroche le visage de Mamina. Et là, j'arrive dans un lieu en extérieur, sur l'herbe, et je vois Mamina portant une longue robe blanche. Ses cheveux avaient poussé et je la vois, je lui dis « Mais Mamina, qu'est-ce que tu fais là ?» Et surtout, elle faisait quelque chose qui me troublait, c'est-à-dire qu'elle avait dans les mains un drap qu'elle trempait dans l'eau d'une rivière. Et je lui dis, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Elle avait des draps dans la rivière. Et elle me répond, ma chérie, je ne lave pas des draps. Je purifie des linceuls pour des âmes qui vont mourir en masse. Alors, c'était largement suffisant pour susciter mon intérêt. Et je lui demande, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Et elle me dit, oui, je vais t'expliquer. Elle me dit, tu vois dans la rivière qui coule devant nous, les âmes qui vont mourir dans le trépas, les âmes qui vont arriver dans cette rivière auront dépassé la peur de la mort et la peur de la mort brutale à laquelle ils vont être confrontés. En revanche, me dit-elle, regarde de l'autre côté de la rivière. Et de l'autre côté de la rivière, effectivement, je vois sur des longueurs incommensurables des corps dans des draps blancs qui s'étendent à l'infini. Elle me dit, par contre, pour eux, ça va être beaucoup plus difficile. Je lui dis, mais c'est quoi qu'est-ce qui va se passer? Oh, me dit-elle, c'est une terrible catastrophe et qui va arriver avec l'eau. Alors évidemment, je comprenais mieux l'histoire des linceuls qu'elle purifiait dans l'eau, etc. Bon, je n'en savais pas plus, donc j'en extrais juste ça pour le témoignage. Le cours se termine. Même pas une semaine plus tard, tous les élèves vont m'appeler. Pascal, vous avez entendu ce qui se passe? C'était le tsunami. Qu'il y a eu en Malaisie. Voilà. 2004. Voilà. Mais c'est étonnant parce que
il y avait un ciel après ce tsunami qui était blanc d'âme. Donc c'est quand même des images qu'elle vous a envoyées, c'est des images que vous percevez. Ah non, alors attendez, qu'on soit bien clair. En tant que médium parapsychologue, je n'ai pas d'image figée et je n'ai pas de flash. En fait, il faut savoir que lorsque je me concentre, je voyage dans le temps. Là, en l'occurrence pour l'entre-deux-vie, je suis dans l'entre-deux-vie, je suis dans le lieu où elle est. C'est-à-dire qu'on a une conversation posée, je la suis comme si nous étions ensemble, je la suis, je l'écoute, je regarde ce qu'elle me montre, etc. C'est en continu, Joël. Et c'est la raison pour laquelle j'ai des concentrations très longues qui durent 3 heures. Pendant cette période-là, je vais parler à bâton rompu. C'est une des raisons pour lesquelles j'enregistre systématiquement toutes mes révélations et toutes mes concentrations. À ce jour, j'ai des milliers d'heures de bandes d'informations qui sont stockées sur le passé, le présent et le futur. Alors, pourquoi j'enregistre? D'une part, parce que c'est très long, je vous dis de 3 heures, parce que j'ai un débit rapide et parce que on ne peut pas noter tout ce que je dis. Or, à la retranscription de la bande et de l'expérience, eh bien, quand on renote, les élèves m'ont dit qu'en général, quand ils retranscrivent une bande, ils mettent à peu près, ça correspond à l'équivalent, de 5 jours de travail à raison de 12-15 heures, pour vous dire à peu près. Hein. Donc c'est très difficile de voilà, et c'est très long, ça, c'est extrêmement long. Et vous vous souvenez pas. C'est une somme d'informations colossale. Et vous avez raison de le souligner, je ne m'en souviens plus. Donc si j'ai pas la bande, très vite ça va s'évaporer, ça va se dilater comme ça, je vais plus me souvenir. Je sais ce que j'ai fait, mais dans le détail, je vais en être totalement incapable. C'est la raison pour laquelle, lorsque je dois écrire un livre ou témoigner, pouf, je réécoute les bandes, et là c'est vraiment du mot à mot, parce que là on ne peut plus juste, c'est ni de la fabulation ni quoi ni qu'est-ce, je n'ai qu'à reprendre la bande. Là je travaille sur un livre actuellement, c'est ce que je fais, hein. Je me réécoute des heures de bande pour être le mot de tout ce que j'ai pu dire. Donc en fait, dans mon cas, que ce soit le passé, le présent ou le futur, je suis comme dédoublée dans l'espace-temps et je vis ce moment dans l'espace-temps. C'est très quantique tout ça, hein, quelque part. Alors Mamina, donc votre grand-mère qui dit je ne lave pas des draps. Ma mère. Votre mère, pardon, Mamima, je ne lave pas des draps, je purifie des linceuls pour des personnes qui vont mourir en masse. Ça voudrait dire que vous avez accès à ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas. Absolument. J'y travaille beaucoup depuis ces 2 dernières années sur la notion du temps, sur cette notion de... Saint Augustin disait que le passé, le présent et le futur existent puisqu'on peut le concevoir. En fait, je me rends compte qu'il y a... Et ça, c'est la conséquence des travaux que j'accomplis depuis des années. J'ai beaucoup travaillé sur la réincarnation, je continue toujours, sur le présent, mais aussi sur le futur. C'est-à-dire que je révèle même des vies futures. Alors vous allez me dire comment on peut faire pour contrôler des vies futures. Eh bien, c'est simple. À partir du moment où on a des lieux, des noms de rues, des personnes, des villes, des choses très précises dans certains domaines d'activité, eh bien, je vais mener une enquête dans le sens contraire. Et je digresse juste un petit peu pour expliquer qu'en fait, eh bien, par exemple, si je travaille sur quelqu'un et que je me projette sur le futur et que je vois que dans sa prochaine vie, elle va faire ça, ça ou ça, ça me permet rétrospectivement de me dire finalement, dans cette vie-ci, est-ce qu'elle aura suffisamment intégré d'informations? Est-ce qu'elle aura suffisamment compris certaines choses? Eh bien, oui ou non. Là-dessus, elle va bloquer. Là-dessus, elle va évoluer. Là-dessus, elle va stagner sur ce sujet-là, puisque en projection, je vois tel ou tel fait très, très précis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas figé dans le temps et c'est pas inscrit dans le marbre. Ça veut dire que l'événement, il est là, dans le futur. En revanche, si par exemple, la personne prend conscience qu'elle va stagner si elle ne travaille pas certains aspects de sa personnalité, eh bien, soit elle va, ce qu'on appelle plus communément, répéter le schéma, soit elle va, comment dirais-je, faire évoluer son schéma. C'est-à-dire que dans l'événement futur qui va être projeté, elle va faire évoluer l'événement. Inversement, elle va régresser. Inversement dans la réincarnation, et ça, alors là, depuis des années, je le fais tellement depuis des années, c'est-à-dire en fait, il y a aussi également ce qu'on appelle des répétitions de schémas, mais à couper le souffle sur les travaux que je mène et les enquêtes que je mène. Et surtout dans des familles. Dans des familles, mais aussi d'un point de vue
personnel, professionnel, relationnel, événementiel. J'ai mis en exergue des tas de comment dirais-je, de répétitions de schémas qui sont absolument incroyables. Alors c'est pour ça que cette notion de passé, de présent et de futur, j'ai l'impression que tout ça fait un bloc parce que tout ce que l'on fait dans cette vie inscrit déjà notre futur, soit dans notre façon de penser, d'agir, de faire, on inscrit déjà potentiellement le futur. On s'inscrit. Vous savez, quand cet adage qui dit comme on fait son nid, on se couche, qui sème le vent récolte la tempête. Mais c'est tellement juste, en fait. Ce qui nous arrive est la conséquence de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a pensé. Et ça va déjà créer notre futur, déjà dans cette vie-ci. Donc, en fait, cette notion du temps, j'ai écrit quelque chose sur le temps. C'est totalement impalpable, c'est pas du tout mesurable. Et en même temps, tout est si proche et si mêlé. Voilà. Alors on est d'accord, Pascal Lafargue, excusez-moi. On est d'accord avec cette notion d'il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, mais en ce qui concerne les nœuds karmiques, c'est des choses qu'on a fait avant, qu'on doit réparer maintenant. C'est difficile de réparer, de réparer et en même temps de se projeter dans le futur. Alors, il y a deux choses. Je l'enseigne, c'est-à-dire je mets de côté deux choses. Il y a ce qu'on appelle les liens karmiques et les nœuds karmiques. Les liens karmiques correspondent à des liens entre personnes, c'est-à-dire de la même famille ou pas. Ça peut être des amis, des relations. Ça, il est question de liens karmiques. Et parallèlement, les nœuds karmiques. Les nœuds karmiques sont souvent des problématiques non réglées. Et d'ailleurs, preuve en est, dans les travaux que je conduis, je me rends compte que d'une vie à l'autre, on peut retrouver les mêmes problématiques qui, quand elles se répètent, peuvent devenir des nœuds karmiques. C'est-à-dire qu'il y a une problématique qui est là, qui est présente et on peut constater qu'elle se reproduit. Et le fait qu'elle se reproduit, ça veut dire que cette problématique n'est pas réglée. Donc, dans ce cas de figure, on peut parler effectivement de nœuds karmiques. Oui, vous dites aussi quelque chose d'intéressant. Des fois, il y a des gens qui mettent du temps à mourir, c'est qu'ils ont des trucs à régler. Absolument. Avant de partir. Alors ça, j'explique qu'en fait, j'ai pu, au fur et à mesure de mes expériences que j'ai menées pendant des années, j'ai pu répertorier 5 catégories, 5 façons différentes de mourir. La première, c'est la mort brutale. Ça va être l'accident, ça va être l'arrêt cardiaque, enfin problème de santé, anévrisme, arrêt cardiaque, accident, attentat. La mort lente, qui est liée plutôt au supplice et à la longue maladie. La mort attendue, qui est plutôt liée à la vieillesse. La mort préméditée, qui va être liée au suicide. Et la mort dite prémonitoire. Alors dans le cas de la mort prémonitoire, ça veut dire que la personne est en bonne santé, a priori tout va bien, et ses mots et son comportement vont trahir, et ça on le comprendra rétrospectivement, vont trahir quelque chose qui n'a pas été conscientisé par la personne elle-même, mais qui va dans son attitude donner ce que j'appelle moi l'indice d'une mort probable et prochaine parfois. Et on peut pas revenir dessus là, c'est voulu, c'est la personne. C'est très compliqué. Je vais vous donner un exemple. Je vais par exemple penser au crash du Concorde en 2001 à Gonesse. On sait par exemple que le pilote, alors que tous les passagers sont à bord de l'avion, va sortir de l'avion pour saluer son confrère qui, au pied levé, est en mesure de pouvoir le remplacer s'il y a une défaillance humaine, hein, parce que le Concorde est un avion qui coûte cher et on ne pouvait pas se permettre qu'il parte en retard vu le prix que ça coûte. Et donc il va sortir du cockpit et il va lui faire un hug et il va lui dire que Dieu te protège. Ce qui a énormément troublé son collègue parce que c'est pas une habitude de dire ça. Je vais apprendre que sur ce même vol, une navigante à bord de ce vol, qui était une amie d'une de mes amies, va dire la chose suivante: si je n'étais pas quelqu'un de professionnel, je ne prendrais pas ce vol. C'est une hôtesse de l'air, elle. Absolument. Et elle était PNC, il y a les PNT, personnel technique, donc dont faisait partie le pilote, et le PNC commercial, c'est-à-dire l'hôtesse. Et je donne cette conférence à Nice, j'explique cet exemple, et à la pause, un monsieur vient me voir et me dit: écoutez, Madame Lafargue, je voulais vous dire une chose. La veille du crash, j'ai rencontré le copilote. Et je lui ai présenté mon fils qui faisait des études de pilote. Et il lui a dit: mon garçon, à très bientôt sur les lignes du ciel. Donc en fait, on a plusieurs personnes qui, comme ça, vont spontanément évoquer et dire dans un contexte précis
quelque chose qui prendra tout son sens après. Il faut savoir, je pense notamment à Brigitte, cette navigante, il faut quand même savoir que toute sa vie c'était Concorde. Pour rien au monde, elle a dévoué totalement sa vie à l'aéronautique et à Concorde. Donc en fait, il y a des personnes, et puis j'en ai plein d'autres, des exemples comme ça. Ça veut dire que il y a des gens, je pense notamment à cet écrivain aussi que j'ai rencontré. C'était lors d'une soirée qui récoltait des fonds pour le concert, et je me rappellerai toujours de cet écrivain que je croise à cette soirée-là et que je voulais absolument voir parce que il se trouve que lors d'une enquête que j'avais menée en Autriche, sur Mozart et Freud, alors je vais parler plus particulièrement de Mozart. J'avais eu des révélations dans la maison natale de Mozart à Salzbourg, et il se trouve que en rentrant en France, 9 mois plus tard, je vais tomber sur un livre dans une librairie. Je le prends, je regarde la 4e de couve, le livre me séduit, je l'achète, je le lis dans la foulée. Sauf que dans le livre, je vais découvrir mot pour mot, le ciel, certaines phrases très précises de ma révélation. Et c'est quelque chose qu'avait dit Mozart. Que le ciel, je viens du ciel, c'est cette phrase-là? Absolument, Joël. J'essaie de la faire de mémoire. Alors, en fait, dans la maison natale de Mozart, je vais recevoir un très long message, dont cette phrase: j'arrive du ciel, je viens sur terre, mais j'appartiens au ciel. Et dans tout ce message, j'avais eu cette phrase-là. Et j'avais trouvé ça complètement incroyable, dire qu'il appartenait au ciel. Et donc, je reviens à ce livre, donc 9 mois plus tard. Ce livre parle de la vie d'une femme, que l'on connaît sous le nom de la Malibran, qui était la mezzo-soprano, la Maria Callas de l'époque, on va dire ça comme ça, et qui, Maria Garcia, en fait, dont le père était aussi musicien et ténor, va se rendre compte très vite des talents de sa fille, et elle va jouer, pour faire vite l'histoire, elle va jouer la première, je crois que c'est du Don Giovanni à New York. Et pour cette histoire-là, elle va être assise après la représentation, à côté de Lorenzo da Ponte. Et Lorenzo da Ponte était le librettiste de Mozart. Donc, la Malibran, Maria Garcia, n'a pas connu Mozart, parce que, voilà. Et en revanche, le fait d'être assise avec Lorenzo da Ponte, elle va lui poser plein de questions. Et dans le livre, l'auteur dit, Lorenzo da Ponte dit à Maria Garcia, Mozart disait toujours, je viens du ciel, je viens sur terre, je viens du ciel, j'appartiens au ciel, et voilà, c'était, voilà, à un mot ou 2 mots près, c'était exactement la même chose. Et là, quand j'ai lu ça, j'étais troublée. Alors, quand j'ai écrit mon livre, revenons à cela, et cette soirée, je croise l'auteur. Oh, je me suis dit, il faut que je lui demande l'autorisation. Donc, je vais le saluer. Nous avons une conversation extrêmement courtoise. Des plus amicales, nous échangeons quelques mots, il était même joyeux, il rigolait, enfin tout était parfait. Il me dit même à un moment donné de qui il pense être la réincarnation. Ce que je pense intérieurement est totalement crédible sur ce qu'il me dit, mais vraiment très gai, très joyeux. Et d'un seul coup, son visage se plombe, mais complètement. Et c'est comme un masque qui tombe. La gravité, la peur et le teint gris, il lève la main en ma direction et il me dit « Pascal, pouvez-vous me dire ce qui va se passer dans les semaines et les jours qui viennent, les mois qui viennent ?» Alors évidemment, comme je suis psychomètre, mon réflexe, je lève la main pour lui serrer la sienne. Et ma petite voix intérieure me dit « Hop, 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 surtout pas. Ne lui dis pas. C'est ni le lieu ni le moment, surtout pas. » Et donc, je lui dis « Écoutez, non, je ne pense que c'est ni le lieu ni l'endroit pour vous dire de telles choses. » Et là, je le vois partir penaud, les bras ballants, en dodelinant un peu de la tête. Sa déception se lisait comme un enfant à qui on a refusé un jouet. Et je trouvais ça démesuré tout de même. On était quand même dans une soirée importante. Eh bien, cette personne va décéder 6 semaines plus tard. Il le savait. Il s'agissait de Gonzague Saint-Brice. Oui, il le savait. Seconde partie de C'est au-delà du miroir avec Pascal Lafargue. On va finir par y arriver. Donc on est entre 2 vies. On est entre 2 vies. Là, pour l'instant, on est bien incarné. On est là. Mais un jour, on sera entre 2 vies, entre 3. C'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure, Pascal, parce que finalement, si il y a une vie, une entre-deux vies et une vie après,
c'est qu'il y en a 3. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors, vous nous dites que le défunt ne change pas de personnalité dans l'entre-deux-vie. Il reste le même. Et il y a des gens qui vous posent la question, est-ce que finalement celui qui a souffert, il part avec sa souffrance? Enfin, à la fin du livre, il y a toutes les questions que les gens vous posent en général. Oui, j'ai voulu réserver à la fin du livre j'ai sélectionné quelques questions qui reviennent assez souvent, que ce soit beaucoup en conférence, en cours. Donc j'ai fait une petite sélection pour alors, je pouvais pas tout traiter, donc j'ai pris celles qui revenaient le plus souvent. Voilà. Oui, alors après vous avez les messages et les matérialisations des défunts, c'est votre chapitre 2. En ce qui concerne vous les visualisez spontanément ou alors quelquefois ils se montrent. Alors comment vous les voyez? Alors lorsque je communique avec un défunt, je communique de 2 façons différentes. Soit le défunt va se matérialiser, et auquel cas je vais me faire l'interprète de sa présence, le temps de sa présence, c'est-à-dire je le vois, je vais le décrire, si c'est possible, je vais avoir son prénom, et puis surtout le message qu'il a à transmettre. Donc je vais me faire son interprète le temps de la matérialisation. Et je peux vous dire que parfois c'est extrêmement fort. Je donnerai un exemple. Ou alors d'une autre manière, je n'ai pas de matérialisation, mais par exemple j'ai une élève qui souhaite communiquer avec un de ses défunts, son père, sa mère ou quoi ou qu'est-ce. Alors si c'est cela, il me faut une photo. Et voici comment je procède. Alors comme je suis psychomètre, parce que la technique de base en parapsychologie c'est la psychométrie, c'est le fait de tenir un objet entre ses mains et par son contact et son toucher pouvoir en raconter son histoire, mais également l'histoire de tout ce qui a été en contact avec cet objet. Donc dans ce cas de figure précisément, avant d'aller rejoindre le défunt dans l'entre-deux-vie pour pouvoir communiquer avec lui, je travaille tout le temps de la même manière, c'est-à-dire que la première étape va être celle dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il y a 3 étapes qui pour moi sont indispensables. La première, celle que j'ai appelée la carte de visite, me permet de faire une analyse succincte du défunt. Parce que j'ai besoin de savoir la personne dont je vais parler, eh bien que la personne à mes côtés me dise oui, je vous confirme, c'est bien ma mère, ma grand-mère, mon père ou mon grand-père. Donc une analyse succincte psychologique. Deuxièmement, l'indice. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé 3-4 mois avant la mort, dans le cas où la mort n'était pas, il n'y avait pas une maladie, ou il n'y avait pas quelque chose qui laissait supposer quoi que ce soit. Donc, j'aime bien essayer de comprendre dans la psyché de la personne ce qui s'est passé. Et puis, 3e point important, les conditions de la mort. C'est très important. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de 5 catégories. Brutale, la mort lente, préméditée, attendue, etc. Eh bien, il faut savoir qu'en fonction dont l'âme du défunt va mourir, l'itinéraire de l'âme sera lié à la façon dont le défunt va décéder. Et une fois que j'ai fait ce travail-là, c'est-à-dire l'analyse psy, l'indice et effectivement les conditions de la mort, c'est-à-dire j'ai besoin aussi dans l'indice savoir dans quel état psychologique était la personne. C'est-à-dire, imaginez un cas de figure. Je vais voir que la personne, par exemple, 3-4 mois avant de mourir, était dans les conflits, était mal dans sa peau, était traumatisée, où il y a eu des événements forts, et qu'en plus se cumule une mort brutale, ça risque d'être très compliqué pour l'âme du défunt. Si au contraire la personne était plutôt sur un chemin d'amour, c'était positif, la personne avait réglé ses problématiques, même s'il y a une mort brutale, la destination sera très différente de l'autre cas cité à l'instant. Donc en fait, et à partir de ce moment-là, donc quand je suis concentrée, j'ai les yeux fermés, je ne vois rien, je baisse ma fréquence, je demande à ce moment à la personne, on doit juste me dire oui ou non, j'entends le oui, c'est parfait Pascal, continuez, poung. Eh bien, à partir de ce moment-là, je me dédouble et je vais dans l'entre-deux-vie. Et à partir de cet instant, quand je travaille sur la photo, donc j'ai plus besoin de photo parce que j'ai les yeux fermés, eh bien, je rejoins le défunt et là, je vais me faire son interprète, le temps qu'il le faut, en fait. Voilà. Alors, toutes ces informations que vous avez reçues, bien sûr, c'est pas la personne qui est en face de vous qui vous demande pour le défunt, qui vous les donne, ces informations, mais le défunt lui-même. Oui. Et là, vous vous rendez de l'autre côté, vous allez où? De l'autre côté du miroir pour aller retrouver le défunt. L'accroche, c'est le visage du défunt que je vais mémoriser avant de fermer les yeux
parce que quand je me concentre, je n'ai pas les yeux ouverts, hein, j'ai les yeux fermés. Et d'ailleurs, je rajoute même un petit foulard sous mes yeux. J'ai besoin d'une obscurité totale. Je le fais en cours aussi, hein, voilà. Et donc je parle. La croche va être effectivement le visage du défunt que j'aurais visualisé, et je le rejoins dans ce lieu d'entre-deux-vies, bien où il se trouve. Voilà, où il va se trouver, où il va être. Alors, je vais décrire le lieu. Tout à l'heure, j'ai parlé de Mamina qui était près d'une rivière, où j'ai pu décrire le lieu. Bien, je vais décrire le lieu là où il se trouve. Et c'est là que j'ai découvert, effectivement, dans les différents lieux où j'ai pu me rendre suite à des expériences de dédoublement auprès des défunts. Eh bien, à un moment donné, je me suis dit, mais ces lieux, ils sont où, ces lieux? Ils ressemblent à quoi? Ils sont où? Eh bien, c'est en allant enquêter, en allant sur des lieux où je me suis rendu compte qu'il y a, en Europe, dans le monde, des lieux qui sont liés à l'espace-temps et habités par des défunts. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les défunts parce que dans votre livre, vous dites que quelquefois, il y a des défunts qui ne voient pas la main tendue, ni n'entendent le message qu'on leur délivre. Est-ce que ça vous arrive d'aller vers des défunts qui sont perdus, qui sont paumés Ça m'est déjà arrivé, oui, effectivement. Et je pense notamment plus particulièrement à une amie qui est décédée il y a une dizaine d'années. Elle est décédée d'un cancer et je me souviens parfaitement de sa douleur. Ah oui, il y a une chose qui est très importante, vous allez voir. Je voudrais juste rajouter ça. Quand une personne décède, il y a 3 choses à respecter. Et c'est très important. Premièrement, c'est les volontés du défunt. On doit absolument, même si les personnes sont pas d'accord, une volonté est une volonté, faut la respecter. Deuxièmement, le temps d'inhumation. Ne pas enterrer les défunts rapidement. Parce que ça peut avoir c'est trop court. C'est trop court. Et troisièmement, alors ça ne se fait plus éviter de se disputer à peine la personne est décédée pour des questions d'héritage. Ouais. Voilà, on le fait avant, mais on le fait pas au moment, parce que ça peut énormément perturber l'âme, dans la mesure où l'âme était mal dans les conflits, mort brutale, avec un sentiment d'injustice, avec certaines lourdeurs. Ça c'est compliqué pour l'âme. Donc il faut bien penser à tout cela. Pascal Lafargue, je vous assure que peut-être qu'il y en a certains qui sont contents de voir la famille s'entretuer aussi. Peut-être qu'il y a certaines âmes qui finalement, de l'autre côté, comme vous dites, qui changent pas. C'est les mêmes que ceux qui étaient là, donc peut-être qu'il y en a certains que ça amuse. Quand je dis qu'ils ne changent pas, ça veut dire qu'une personne, quand elle va décéder, elle va garder le même état d'esprit. C'est-à-dire, elle va pas devenir d'un seul coup quelqu'un d'autre. Elle est cette personne avec ses douleurs, ses problématiques qui sont toujours là. Vous savez, quand j'entends cette phrase complètement ahurissante, ah ben maintenant elle est partie, elle a fini de souffrir. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'elle a fini de souffrir? La souffrance, elle est peut-être pas physique, mais elle est psychologique. L'âme souffre, et c'est pour ça qu'il y a des âmes en souffrance, et c'est pour ça qu'on prie aussi pour les âmes en souffrance. Donc déjà ça, c'est une aberration, et c'est d'autant plus une aberration que là, on se rend compte qu'on est confronté à des personnes dont la culpabilité est si forte qu'ils tombent dans un déni total en disant ça y est, c'est terminé, passons à autre chose, c'est fini. Mais j'ai vu et j'ai entendu des choses, moi, qui m'ont complètement sidérée. Absolument. Alors pourquoi on fait des messes pour les âmes souffrantes, pour les âmes du bas astral, pour les âmes du purgatoire? On en fait dans les offices religieux, il y a régulièrement ça. Donc si on faisait, pourquoi les religieux font tant de messes pour ces âmes-là? C'est qu'il y a bien des âmes qui souffrent. Et puis ça n'a pas de sens puisque pour avoir eu de nombreux contacts avec des défunts et les avoir rencontrés de l'autre côté, bien je peux vous dire qu'il y en a qui effectivement, et j'allais vous répondre là-dessus, eh bien qui continuent de souffrir et qui sont mal et qui ont besoin d'aide. Donc ils gardent le même état d'esprit, conscients aussi des problématiques qu'ils vont devoir travailler, puisque je parle de tout ça dans mon livre. Et ce qui va être important aussi, c'est que à un moment donné, alors aucune âme n'est laissée de côté dans l'entre-deux-vie. Il va y avoir des missionnés, des guides, des personnes avec qui ils vont travailler, suivre un enseignement. Ils vont, comment dirais-je, retrouver un groupe de personnes à un moment donné. Le but, c'est que la seule différence avec le plan terrestre, c'est qu'ils n'ont plus le problème matériel des choses. Ils n'ont plus qu'à s'occuper d'eux-mêmes et à se laisser glisser. Alors après, dans l'acceptation ou dans le refus, parce qu'il y a les deux cas de figure. On peut totalement refuser ou accepter. Et je reviens justement à cet ami qui est décédé, j'aurais bouclé la boucle, cet ami qui est décédé, donc on n'a pas respecté ses volontés. Certaines choses se sont passées pour lesquelles elle n'était pas d'accord, et elle me l'a largement manifesté. Et donc,
quand elle est décédée, j'ai demandé à Mamina, donc ma défunte mère, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux aller aider Marie? Parce que Marie souffre, elle est mal. Et elle m'a répondu la chose suivante. Elle m'a dit, écoute, Marie, je l'ai vue. Je suis allée la rencontrer. Mais pour le moment, elle ne veut ni voir ni entendre. C'est ce que je vous disais dans votre livre. Voilà. Il y a des gens qu'on peut pas atteindre parce que ils mettent un certain temps avant de. C'est les limbes, non? C'est pas les limbes. C'est-à-dire, en fait, leur douleur est telle parce qu'ils ont des sentiments de culpabilité, d'injustice, de douleur, de souffrance. Ils tourneront. Ils voient pas. C'est-à-dire, en fait, vous savez, il y a un film que je conseille qui s'appelle Au-delà de nos rêves, qui est absolument parfait pour ça, parce qu'il met en avant, comment dirais-je, dans l'entre-deux-vie. Donc, je pense que le réalisateur a dû être coaché pour cela. Et on voit très bien cette scène où le mari va mourir pour aller rejoindre sa femme et l'aider, sauf elle ne le reconnaît pas. Elle le voit pas. Elle le reconnaît pas parce que elle est dans son monde, elle est dans sa douleur. Et ça, Joël, on n'a pas la main, on ne sait pas quand et comment une personne va pouvoir s'en sortir. Parce que ça ne dépend que d'elle. Je suis d'accord. De la même manière que sur une vie terrestre, quand une personne suit une thérapie, on sait quand elle la commence, mais on ne sait pas quand elle va la terminer. Car vous allez pouvoir lui dire 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois la chose, et bien à la 53e fois, allez savoir, elle va percuter. Allez savoir pourquoi. Eh bien, on n'a pas d'impact là-dessus. Oui, dans Au-delà de nos rêves, elle vit dans une maison pourrie, complètement délabrée. Tout s'écroule. Enfin, puis en vérité, c'est des mondes. Bah oui, c'est des mondes parallèles. C'est des Bien mondes. sûr. C'est comme s'il y avait un autre monde y a qui des peut être tout le paradis ou l'enfer. Alors évidemment, je définis quand même l'entre-deux-vie de la sorte, c'est-à-dire 9 sphères avec un bas astral, un plan supralumineux et entre les deux, 7 plans de conscience. Ces 7 plans de conscience, avec le temps, je sais les déterminer parce que il est question d'odeur, de son, de sensation, de luminosité. Et avec le temps, j'ai compris et je sais à quel plan de conscience dans quel plan de conscience l'âme est. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai pas de mérite. C'est à force d'expérimenter que je me suis rendu compte, effectivement, les différents degrés de plan de conscience. Voilà. Et est-ce que ça peut se travailler sur Terre? On va se poser la question juste avant la pause. Vous nous donnerez la réponse juste après la pause. Est-ce qu'on peut travailler sur Terre pour être, si possible, dans un plan de conscience supérieur? Dernière partie dans cet au-delà du miroir. Pascal, il y a quelqu'un qui vous dit c'est incroyable. J'avais oublié dans l'émotion qu'il y a une semaine, j'ai appris la grossesse de ma nièce, la fille de mon frère. Souvent, on se réincarne dans la même famille pour régler les problèmes. Alors souvent, c'est peut-être pas le mot que j'emploierais, mais en tout cas, il y a des cas très précis, effectivement, parce que il faut savoir que quand une âme se réincarne dans une même famille, c'est très souvent motivé par des raisons très précises, qui peuvent aller du litige à la promesse. Donc vous voyez, il y a un champ d'action large entre le litige et la promesse. Et le litige. Par exemple, le cas que vous êtes en train de citer, de la lecture que vous venez de faire du livre, quand je vais communiquer avec la maman d'une de mes élèves, où elle explique qu'elle va revenir s'incarner dans la famille, mais en fait, il y a un sens pourquoi elle revient dans la famille, parce que elle a été fâchée avec son fils pendant 15 ans, et elle n'a pas revu son fils avant de mourir. Donc en fait, son fils avait eu une fille et elle venait se réincarner à travers sa petite fille. À travers sa nièce. À travers sa nièce, voilà. Alors ça c'est pour le litige et pour vous disiez qu'il y avait un autre cas. Non, sa petite fille, pas sa nièce. Petite fille, oui. Et donc ça c'est pour les litiges. Voilà. Et après ça peut être, alors c'est pour ça peut être des cas de litige, c'est-à-dire que le choix de revenir s'incarner dans la famille, conséquence du travail de l'entre-deux-vie et de la prise de conscience de certains aspects événementiels, vont générer effectivement la volonté de l'âme du défunt à revenir dans la famille pour régler la problématique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et dans le cas de la promesse, par exemple, ça peut être tout à fait une personne qui, par amour ou par promesse, ont décidé de revenir, de se revoir dans la même famille pour continuer ensemble un travail dans l'amour,
et dans la volonté et la promesse qu'ils se sont faites. Voilà. Donc on peut trouver des cas très extrêmes, mais c'est pas systématique de revenir dans la même famille, pas du tout. Alors le mot souvent, vous l'utilisez une page plus loin, vous dites « J'ai souvent constaté que les naissances étaient bien souvent liées à la façon de mourir dans la dernière incarnation. » Absolument. Alors ça c'est très simple, c'est-à-dire en fait que à partir du moment où dans une vie antérieure, je constate par exemple, c'est acté, ça veut dire que quand je fais une enquête, je vais dans les archives, je fais des grosses enquêtes très poussées, eh bien, je vais savoir qu'effectivement l'enquête a confirmé la révélation que j'ai faite, et donc on connaît les conditions de la mort de la personne. Eh bien, il est intéressant et voire même remarquable de constater que la façon dont la personne est décédée dans sa vie antérieure, eh bien, va générer une naissance un peu à l'identique dans la façon, je dirais, de la personne, de naître. Exemple. Je pense notamment, j'ai un cas en tête qui me vient. Cette personne, c'est une de mes élèves, est née avec le cordon autour du cou dans cette vie-ci. Or, il se trouve que dans une vie précédente, puisque ça a été identifié historiquement, elle est morte d'étouffement. Je pensais qu'elle était morte pendue, moi. Non. Et dans une autre vie à la Révolution, elle a été guillotinée. Oui, on a aussi ses rêves. Donc, elle a été guillotinée et elle est morte d'étouffement. Mais ça, c'est avéré, c'est enquêté. Donc, en fait, et donc là, mais ça n'est pas suffisant. Moi, ça me suffit pas ce genre d'information. Mais il y a aussi l'aspect psychologique des choses. C'est-à-dire que dans cette vie-ci, sa mère lui préférait sa sœur et elle a perdu son père jeune et elle s'est retrouvée dans un contexte un petit peu comme abandonnée, un peu et rejetée, on va dire, émotionnellement, affectivement. Eh bien, l'incarnation d'avant, elle s'est retrouvée orpheline très jeune. Donc, il y a eu aussi le rejet, le problématique affectif. Donc, on retrouve comme ça une identité de schéma qui se retrouvent d'une vie à l'autre et qui peuvent générer aussi une mort et de la même manière un signal au niveau de la naissance. Parce que de la même manière qu'on peut mourir de façon différente, on peut naître de façon différente. On peut naître par les voies naturelles, avec les forceps, épisiotomie, en siège décomplété, césarienne, cordon autour du cou, cyanosée. Enfin, il y a en insuffisance cardiaque. Il y a tellement de moyens et de façons. Prématuré. Et puis, imaginez un siège décomplété. Vous vous rendez compte le signal qu'envoie l'enfant déjà avec le siège décomplété. C'est un signal fort quand même. Donc en fait, c'est aussi déjà, et d'ailleurs en rétrocognition, c'est-à-dire quand je remonte dans le passé présent de la personne de la naissance jusqu'à maintenant, le moment de la naissance est clé. Et les mois qui vont suivre la naissance, c'est aussi clé. Ça va permettre aussi déjà de donner un angle de réflexion sur la psychologie de l'âme de la personne. Et ça, c'est très intéressant. On n'aura pas le temps de se poser la question de savoir pourquoi on a tout ça qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on doit dépasser de ce rejet, de cet abandon, etc. Ça sera pour une autre fois seulement. J'aimerais qu'on aborde un tout petit peu les animaux, puisque dans votre livre, ils y sont. Ça nous fait plaisir de savoir qu'ils nous accueilleront de l'autre côté. Alors, les animaux, alors ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que médium parapsychologue, je ne suis pas du tout communicatrice animale. C'est pas du tout mon secteur. Mais il se trouve qu'une de mes élèves, qui possède plusieurs chevaux, un jour me demande, écoutez Pascal, j'ai une demande un petit peu particulière à vous faire. Est-ce que vous accepteriez d'établir une communication? Et elle me montre une photo d'un cheval. Et là, je la regarde, je lui dis, mais je ne communique pas avec les animaux. Elle me dit, écoutez Pascal, vous faites tellement de choses incroyables, après tout, essayez. Et là, je me suis dit, elle me dit, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, j'en assume l'entière responsabilité, ne vous inquiétez pas. Alors je me suis dit, ok, j'ai jamais fait ça pour un animal. J'ai dit, mais comment je vais faire? Son cheval est décédé. J'ai dit, je vais faire comme un humain, c'est-à-dire le portrait psychologique, l'indice, les conditions de la mort. Et puis après, je vais aller le rejoindre là où il est et voir comment il est, parce que je sais faire que ça. Eh bien, figurez-vous que premier contact, je vais communiquer pendant 2 heures avec le cheval. 2 heures. Et là, évidemment, cette personne va me confirmer au fur et à mesure tout ce que je vais lui dire sur le cheval, mais ce qui va me troubler, et c'est là où je vais accorder de l'importance aussi à cette communication avec le cheval, c'est que à la fin de ce contact, il va me dire la chose suivante.
Il va me dire la chose suivante, c'est-à-dire, j'ai votre alors déjà un cheval qui me parle, pour moi c'est juste surréaliste, mais il va me dire la chose suivante, c'est-à-dire que mon chien va mourir au mois de mars et qu'il sera là pour l'aider à lui faire le passage de son âme. Or, nous sommes au mois de septembre. D'ailleurs, la personne me dit, vous avez entendu? J'ai dit, oui, je suis assez troublée. Et votre chien va très bien. Septembre, octobre, novembre, tout va très bien. Décembre, il tombe malade. Janvier, il est considéré comme perdu, mais il reprend de l'énergie. Février, il va bien. Et mars, il rechute et il mourra le 30 mars. Et là, j'ai commencé à prendre l'affaire au sérieux. Du coup, on a renouvelé les expériences et je pense notamment à cette expérience incroyable où un de ces chevaux va me dire que de faire très attention aux fleurs violettes ça va être un signe qu'il va donner donc à sa maîtresse. Et bien suite à ça, des fleurs violettes ont fleuri à côté de son box tout le long d'un mur. Enfin, ça, c'est des petits détails parmi tant d'autres. Et puis, un contact invraisemblable aussi, où il va y avoir... un jour, elle me dit, écoutez, Pascal, elle devait venir avec moi pour une émission de télévision où elle devait venir témoigner. Elle me dit, Pascal, je ne pourrais pas venir, j'ai un cheval qui est extrêmement malade et je dois rester à ses côtés. Je dis, écoutez, il n'y a pas de problème, donnez-moi le nom de votre cheval, puisque maintenant, j'ai une petite ouverture avec les chevaux. Elle me donne le nom de son cheval et je vais tout simplement me concentrer. Je lui ai dit que je ferais le nécessaire. Et le surlendemain, je lui donne les résultats de mon travail. Je lui ai dit, écoutez, voilà, votre cheval me dit qu'il souffre des pieds. Il a énormément mal dans ses pieds, ses sabots. Il me dit que je le voyais allongé, comme s'il était perfusé, il manquait d'énergie. Je vais très vite, je vais juste dire ça. Et ce que je vois aussi, c'est des grands rayons de lumière qui traversent son corps de part en part. Et je sens qu'on le prépare à un départ prochain. Et en fait, je vois de l'autre côté, des amis à lui qui vont venir l'accueillir. Elle est un peu soufflée parce qu'elle m'a dit, écoutez, vous ne pouviez pas le savoir, mais mon cheval souffre de la maladie de la fourbure. Cette maladie touche les sabots des chevaux. Vous le voyez allongé, effectivement, je vous confirme qu'on le perfusait et quand il était allongé, on est obligé de le perfuser. Et troisièmement, il se trouve que le cheval est décédé juste quelques temps plus tard et que elle m'envoie un SMS avant qu'il le décède pour me dire merci Pascal pour tout ce que vous avez fait. Et dans le SMS s'infiltre la photo du cheval sans qu'elle n'ait rien fait ni voulu envoyer quelques photos quelles qu'elles soient. Le cheval avait la tête baissée comme un salut. Et pour terminer, quand le cheval est décédé, j'ai fait un article et elle a retrouvé des photos. Et sur les photos qu'elle a retrouvées, qu'est-ce qu'elle a retrouvé? Un cheval. Son cheval, elle avait pris des photos de son cheval avec des rayons de lumière qui lui traversaient le corps. Oui, parce qu'il nous reste 4 minutes. Alors, bon, et surtout, ce cheval dit qu'il accepte ce qui lui arrive. Et ça, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Il est partagé entre l'amour de sa maîtresse, des personnes incarnées et la tranquillité de rejoindre un lieu paisible qu'il a mérité. Ces animaux qui souffrent pour rester près de nous, donc soyons indulgents et quand ils vont pas bien, laissons-les partir. Pascal Lafargue. On va pas y arriver. Là, vous avez dit que vous faites des consultations et tout ça. C'est important de dire, non mais vous avez quand même dit que vous avez aidé des gens. Vous ne faites pas de consultation. Il est inutile de vous demander de la médiumnité. Vous êtes surtout une chercheuse. Je suis surtout une chercheuse, une expérimentatrice. En fait, je ne consulte pas, j'ai pas de cabinet. Je mène des expériences avec mes élèves. Voilà. Et c'est tout. Mais je ne m'ouvre pas au public. Voilà. Je suis une chercheuse, une expérimentatrice. Je travaille beaucoup dans tout ce que peut me proposer cette belle discipline qu'est la parapsychologie. Et j'expérimente uniquement avec mes élèves. Et alors, comment faire pour devenir votre élève? Il suffit d'écrire à l'association, de prendre contact avec l'association Epsilon. Epsilon, E-P-S-I-L-O-N. Puis de toute façon, on tape mon nom sur Internet, www.pascallafargue.com, on tombera sur le site et avec toutes les informations nécessaires. Et puis vous nous emmenez un peu loin si on vous suit. Vous êtes allé, je crois, dans la forêt de Brocéliande, vous êtes allé un peu voir les crop circles, vous vous baladez un peu. Donc pour ceux que ça intéresse, ça peut être intéressant de vous retrouver. Le livre s'appelle L'entre-deux-vies révélées.
Révéler, c'est l'entre-deux-vie. Moi, j'aurais mis un E, mais vous l'avez pas mis. Non, il y en a pas. Non, il y en a pas. Ça a été longuement étudié, il y en a pas. C'est un entre-deux-vie. C'est un entre-deux-vie. Pascal Lafargue, G-U-E, aux éditions Lanor, L-A-N-O-R-E. Il y a une petite phrase d'André Gide à la page 22 que je trouve très très bien et qu'on peut tous méditer à cette veille du 1er novembre qui arrive bientôt. Ça ne doit pas être si difficile de mourir parce que finalement tout le monde y arrive. Je trouve ça génial. C'est ça. Oui, on y arrivera. C'était suffisamment délicieux pour que je puisse mettre cette phrase. J'adore cette phrase d'André Gide. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y aurait tellement de choses à dire qu'en fait la mort n'est pas une fin en soi, que les âmes continuent de travailler et qu'en fait si on veut être quelqu'un de bien dans si on veut évoluer, eh bien, et si on veut que le monde change, ça ne dépend que de nous. Oh, il y avait un très beau passage que peut-être je vais avoir juste le temps. Alors, Lucie dit que les manifestations terrestres et les présences vont être de plus en plus fortes sur notre terre. Elles vont être à la hauteur de la noirceur qui s'abat sur notre monde. J'entends parler d'une armée et que l'armée des anges, des guides, des êtres de lumière et de ces mondes célestes va se manifester. Ça, c'est un très très beau message. Ça bouge là-haut. Oui, ça bouge et il y a de plus en plus de manifestations. Nous n'avons pas le temps d'en parler, mais comme vous évoquiez les crop circles, j'ai commencé à enquêter sur pas mal de choses aussi également. J'ai été témoin de certaines choses aussi également. Et ça bouge, ça se manifeste, bien sûr. Il y a une présence. Oui, il y a une présence. Mais attention, qu'on soit dans les mots, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est d'être dans l'action. Alors, quelle action ? Une action positive et concrète, c'est-à-dire de dire qu'on est dans l'amour et que tout va bien, c'est une chose, mais être dans l'action. Vous savez, quand je lis un peu les saints, tous les saints, tout le monde dit, d'ailleurs, je crois que c'est Mère Teresa qui dit quitte ton chapelet et va sur le terrain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être dans l'action des choses et être concret dans ce que l'on fait. Oui, il y a une armée qui se lève. Merci. Vous savez, beaucoup. C'est comme les gens qui vous disent qu'ils vous aiment, mais ils le prouvent jamais. Oui, c'est clair. Voilà.